Voilà, parce que bon, ça fait 4 fois que je fais la vidéo. La première fois, j'étais tout seul, j'ai raté la mise au point, j'étais flou. La deuxième fois, j'étais pas tout seul, donc du coup j'ai pu bien faire la mise au point. Mais le micro sans fil a merdé et il m'en restait plus qu'un mot sur 3. Et la troisième fois, là j'ai en fait bêtement, j'ai pris un micro avec un fil, mais je me suis mis à contre-jour et j'ai sous-exposé la prise au-delà de ce qui était récupérable. Donc on va dire que cette fois c'est la bonne. Bonjour, changement de décor, ça fait du bien de sortir un peu du studio. Comme vous avez pu le remarquer, je suis resté un long moment sans rien publier. Ça m'a fait culpabiliser. Et en même temps, je me disais, mais comment est-ce que je pourrais faire pour essayer d'améliorer un peu la qualité technique des vidéos? Parce que fondamentalement, moi je suis ingénieur du son. Alors la vidéo, on va dire que j'ai développé dans ma vie une certaine sensibilité avec les oreilles, mais ça s'est fait au détriment de la sensibilité avec les yeux. Je suis quelqu'un d'assez peu sensible à l'apparence des choses. Et c'est donc faire de la vidéo, pour moi, c'est un chemin particulièrement difficile. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai regardé plein de choses pour essayer de faire tout ça. Et en regardant tout ça, c'est là que j'ai eu l'idée de sortir du cadre de ma cabine et puis de tenter autre chose. Alors vous me direz si ça vous branche que j'essaye de continuer ou pas. Bien sûr, toujours pour parler de sujets liés aux enjeux de la production musicale, mais de façon moins précise, moins ciblée, plus des réflexions en cours ou des choses pour lesquelles justement je serais heureux d'avoir vos retours et vos avis. Et puis en même temps, ça permet de vous faire profiter un petit peu de cet endroit merveilleux où j'ai la chance de vivre. Donc c'est un peu tout ça qui m'a motivé. Et puis au cours de ces longs mois pendant lesquels j'ai quand même pas mal regardé de choses à propos de comment faire de la vidéo, très souvent j'ai été confronté à quelque chose qu'on connaît très bien dans le milieu de la musique et depuis longtemps, qui est ce qu'on appelle la musique de stock. Parce que en regardant des vidéos, il y avait plein d'explications où les youtubeurs que je voyais disaient, voilà, moi j'ai pris un bout de film de stock, j'ai pris de la musique de stock, j'ai pris des images de stock. Alors évidemment, tout ça on connaît bien. C'est ce qu'on appelait autrefois de la musique au mètre pour la musique de stock, parce qu'en fait c'était facturé en fonction du mètre de bande magnétique qu'on achetait. Et cette chose-là, c'est quelque chose de bien encadré du point de vue juridique, de la protection des auteurs, etc. Parce que la musique de stock, c'est quelque chose qui s'adresse à des personnes qui vont utiliser de la musique et le travail d'un compositeur, mais qui sont des personnes justement du monde de l'image. Donc, ce sont des gens qui ne vont pas intervenir dans la composition musicale. Peut-être ils vont faire un montage ici ou là, mais ils ne vont pas changer l'arrangement, ils ne vont pas rajouter une mélodie dessus. Et tout ça m'a fait penser à la situation des beatmakers, qui est quand même un peu problématique, parce que les beatmakers, finalement, leur activité, on peut l'analyser comme étant de la musique de stock, de la musique de librairie, de la musique toute faite qu'on achète sans avoir besoin de la faire soi-même, sauf que, au lieu de la vendre à des gens qui viennent du monde de l'image, on la vend à d'autres musiciens. Et ces musiciens-là, évidemment, vont rajouter des choses dessus. Et du coup, l'œuvre résultante, d'un point de vue juridique, elle est un peu complexe à définir parce que d'habitude, on connaît ce qu'on appelle une œuvre de collaboration. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, comme son nom l'indique, collaborent, travaillent ensemble. Mais ça veut dire que chacune de ces personnes-là peut avoir une influence sur les autres. Peut-être la personne qui va faire la mélodie, ce qu'on appelle aujourd'hui la top line, va demander au compositeur de dire ah tiens, mais là ça serait mieux de mettre tel accord plutôt que tel autre accord, ça ira mieux avec ma mélodie. Ou dans l'autre sens, le compositeur qui va dire au parolier tiens, là il manque un pied, il manque une syllabe dans ton texte, ça serait bien de le modifier. Mais là, on n'a pas ça avec le beatmaking. On a un compositeur qui fait son travail, un rappeur ou un chanteur qui prend ce travail-là et puis qui fait ce qu'il veut avec. Et qui rajoute surtout quelque chose. Parce que le fait que quelqu'un rajoute des paroles et ajoute éventuellement une mélodie, une top line, ça veut dire que cette personne-là, elle a des droits sur l'œuvre qui résulte. Ça devient
une œuvre de collaboration sans collaboration. C'est là où c'est particulier, mais ça n'empêche que la personne qui ajoute des choses, elle a les droits sur le texte, évidemment, et puis elle a les droits aussi sur la mélodie, ça veut dire sur la moitié de la musique, à peu près, parce que la mélodie, évidemment, c'est l'élément essentiel d'un morceau. C'est bien beau d'avoir un accompagnement, un beat sympa et tout ça, mais fondamentalement, ce que les gens chantent sous la douche le matin, c'est pas la piste de kick, c'est la mélodie. Donc il est légitime que la personne qui a composé la mélodie prenne 50% de la musique. Et souvent ça c'est un truc qui fâche les beatmakers. Pour savoir dans quelle famille ranger le beatmaking, un autre type d'œuvre qu'on peut évoquer, c'est ce qu'on appelle l'œuvre composite. Alors ça c'est une œuvre dans laquelle quelqu'un va incorporer un morceau de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Alors on pourrait aussi analyser le beatmaking comme ça, en disant que finalement l'œuvre, c'est celle de celui ou celle qui a composé la mélodie, que l'œuvre appartient en partie évidemment à la personne qui a fait le texte, et que cette personne-là, c'est son œuvre, et que son œuvre inclut, comme un sample finalement, mais un sample de 2 minutes 30, 3 minutes, 4 minutes, qui a été acheté au beatmaker. On peut aussi le voir comme ça. Mais on voit bien que quelque part, c'est pas satisfaisant. Que finalement, ce travail de beatmaking, il est quelque part entre les deux, entre l'œuvre de collaboration et entre l'œuvre composite, près de l'œuvre composite, parce qu'il n'y a pas de collaboration, mais dans l'œuvre de collaboration, dans la mesure où à l'arrivée, il va y avoir une nouvelle œuvre qui va être déposée auprès des organismes de gestion collective comme la SACEM en France et qui va générer des droits pour toutes les personnes qui ont participé à la composition musicale, à l'écriture des paroles et éventuellement à l'arrangement. Donc voilà, c'est cette première réflexion que je voulais partager avec vous, parce que là on est sur un terrain qu'on débroussaille au fur et à mesure qu'on avance, et c'est pour ça que je pense qu'un certain nombre de beatmakers et un certain nombre d'éditeurs musicaux ferait bien de se parler, de se rapprocher, éventuellement d'essayer de discuter ou d'engager la SACEM aussi dans la réflexion et de voir si est-ce qu'on peut se contenter de cette distinction entre l'œuvre de collaboration et l'œuvre composite, ou est-ce que la façon dont on produit de la musique aujourd'hui devient de plus en plus et de plus en plus souvent quelque chose un petit peu entre les deux, et pour lesquels il serait bon de mettre au maximum les choses au clair, parce que un autre élément pour la route, c'est la différence d'état d'esprit par rapport à la propriété intellectuelle qui existe entre l'Union européenne et les États-Unis. Parce que les plateformes de vente des sons de beatmaking, souvent sont des plateformes américaines. Sauf que les Américains, eux, sont sous le régime du copyright. C'est quelque chose qui, juridiquement, est centré autour de l'œuvre, en fait, et qui cherche à protéger l'œuvre. Alors que nous, en Europe, on est dans le régime du droit d'auteur qui est principalement centré, comme son nom l'indique, sur la personne de l'auteur et qui protège la personne de l'auteur. Donc ce sont deux approches qui sont assez différentes et qui expliquent que pour des Américains, la possibilité d'acheter quelque chose et de faire en sorte que ça soit totalement à soi, c'est-à-dire que je vous achète une musique que vous avez faite et je dis que c'est moi qui l'ai écrite, aux États-Unis, c'est quelque chose qui n'est pas choquant. Alors qu'en Europe, tout de suite, c'est « ah ben non ». C'est pas comme ça que ça se passe. Non, ce que tu m'as acheté, c'est le droit d'utiliser ma musique. C'est pas ma musique. C'est pas comme une voiture. Quand j'ai vendu ma voiture, elle est plus à moi, tu t'en vas avec, très bien, terminé. Mais ma musique, non, tu m'as pas acheté ma musique, tu as acheté le droit d'utiliser ma musique. Et forcément, ça peut créer aussi des tensions. Et puis, on voit de plus en plus que cette activité de beatmaking et cette nouvelle manière de produire de la musique, malgré tout, c'est quelque chose où souvent il y a des enjeux financiers à la clé, parce que c'est des titres qui des fois marchent très bien, ils font des millions, des dizaines, des centaines de millions, peut-être 1 milliard de streams, et que là, évidemment, il est important que les éditeurs musicaux, les compositeurs, les paroliers, les organismes de gestion collective, à mon avis, réfléchissent à cette question-là et essayent d'arranger les choses au mieux pour tout le monde. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ça vous branche que je fasse d'autres vidéos hors les murs, en dehors de la cabine, et sur des sujets qui peuvent être assez variables. Et si ça vous plaît, on continuera. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire bravo pour tout, merci encore, et à très bientôt.